Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et je suis très heureux de vous accompagner dans la correction de cet examen Analyse e-boutique, un examen créé par ma collègue Mathilde, adapté par mes soins et révisé par Stéphane, Bastien et Thomas. C'est parti! La première mission qui nous est confiée consiste à importer des données qui sont dans un fichier CSV, c'est-à-dire Comma Separated Values, des valeurs séparées par des virgules ou des points-virgules, ça dépend si le fichier a été fait dans un logiciel américain, dans ce cas-là c'est des virgules, ou un logiciel européen, on va dire français, avec des points-virgules. Pour cela, je vais dans Données et je clique sur À partir d'un fichier texte ou CSV. Une fois que vous avez localisé votre fichier, cliquez tout simplement sur Importer. Généralement, l'outil est plutôt bien réalisé, il va détecter le véritable séparateur, ici c'est bien le point-virgule, et normalement tout est en place. Vous pouvez donc choisir maintenant Charger si vous voulez directement l'importer dans une nouvelle feuille, ou Charger dans si vous voulez décider à quel endroit vous voulez le mettre. Je vais tenter un Charger dans, on va voir ce que cela va donner. Ici, je vais lui dire que je voudrais le mettre dans la feuille de calcul existante à cet endroit-là, et voyons le résultat. Il est également possible que vous ayez double-cliqué sur le fichier et que ça l'ait ouvert soit dans Excel, soit dans Numbers, soit encore dans un autre logiciel. Si jamais il y a déjà les colonnes, copiez tout et collez-les dans votre fichier. Il est également possible que ça vous l'ait ouvert dans un fichier texte. Dans ce cas-là, copiez tout. Coller les données dans Excel et maintenant nous allons utiliser l'outil Convertir qui se trouve dans Données pour séparer en plusieurs colonnes, fractionner ces données-là. Je clique sur Convertir, il me demande si il y a un séparateur à chercher, c'est bien le cas. Quel est le séparateur ici? C'est le point-virgule, je crois qu'on n'a pas besoin de la tabulation. On va faire suivant. Et il me demande si on remplace les données, ici c'est ce que je vais choisir. Et bien voilà, vous pouvez redémarrer à partir de là. On nous demande maintenant d'afficher le type avoir ou facture en fonction des éléments qui sont là. Je vous avoue que personnellement, j'ai très envie de tenter le remplissage instantané. Je tape le premier exemple, j'appuie sur Entrée et je fais CTRL-E. Si le CTRL-E ne fonctionne pas, vous pouvez le trouver dans Données et vous avez remplissage instantané. Globalement, ce qui fonctionne, c'est de donner un exemple et ensuite de faire le CTRL-E. Il y a d'autres possibilités pour obtenir le type. On pourrait par exemple utiliser l'outil Convertir. Je vais sélectionner les opérations, je vais aller dans Données et à nouveau dans Convertir. Je vais lui dire qu'il y a un séparateur, mais attention, cette fois c'est le trait d'union. Et ensuite, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir des éléments supplémentaires. Ici par exemple, j'aimerais bien lui dire à quel endroit je veux le mettre, sinon il va m'effacer les données qui sont ici. Je vais donc me mettre dans Destination et je vais dire que je veux que la première cellule soit ici. Je fais terminer et j'ai donc maintenant mes deux colonnes, celle avec facture et celle avec avoir. Je pense que si vous vouliez avoir le type avec des formules, vous pourriez le faire en plusieurs étapes. Par exemple, on pourrait prendre la gauche de la première opération, et prendre 7 caractères, cela nous donne facture, et ensuite on pourrait faire la même chose avec gauche de la première opération, mais cette fois ne prendre que 5 caractères. Maintenant, on pourrait faire une condition si est égal à si le premier caractère, donc ici on va dire gauche de facture ici, le premier est égal à F. Dans ce cas-là, je vais prendre les 7 caractères. Dans les autres cas, je vais prendre les 5 caractères. Je vais fermer ma parenthèse et j'obtiens ici bien facture et avoir dans toute ma colonne. Je vous avoue que quand on maîtrise le remplissage instantané, ici je tape 339,74, les choses sont nettement plus simples. CTRL-E, et bien voilà, c'est terminé. Maintenant, si vous avez vraiment envie de vous compliquer la vie, on peut essayer avec une formule. Dans le genre compliqué, je vous propose celle-ci par exemple. Je voudrais prendre les caractères en partant de la droite,
dans mon opération, mais je veux prendre combien de caractères? Eh bien, je voudrais lui dire, tu vas prendre le nombre de caractères, c'est-à-dire nbcar qu'il y a là-dedans, moins, j'ouvre ma parenthèse, le nombre de caractères qu'il y a ici pour facture ou avoir, nbcar d'ici, mais attention, plus 1, puisqu'il y a notre petit trait d'union. Je ferme mes parenthèses et j'obtiens les montants dans ma colonne. Attention, vous remarquerez que les montants sont du mauvais côté. Il va probablement falloir faire une opération de conversion si on a envie de faire des opérations là-dessus, par exemple des sommes ou des moyennes. Pour convertir, il y a plusieurs solutions. La première, celle qui est plutôt une astuce, c'est de multiplier par 1. Je fais une multiplication à la fin de ma formule et j'ai bien tous les éléments qui passent du bon côté. Une deuxième solution, un peu plus propre, ce serait d'utiliser la formule CNUM qui convertit du texte en numérique. Ici, cela fonctionne aussi. Bref, vous avez compris que ici, l'outil convertir qui sépare au niveau du trait d'union nous aurait permis d'avoir tout du premier coup, donc j'espère que vous avez fait ça dans votre première étape. Pour fabriquer une date, la formule à utiliser s'appelle, avec beaucoup d'imagination, date. Cette formule a besoin de 3 chiffres. La date au niveau de l'année, ici point virgule, le mois, je choisis le mois point virgule et le jour. J'appuie sur Entrée et j'obtiens bien les dates pour chacune de mes factures ou de mes avoirs. On aimerait maintenant avoir le nom et le prénom du commercial, mais pour l'instant, ce que nous avons, c'est juste un code du commercial, et je pense qu'il faut aller voir dans les commerciaux pour voir si on peut faire quelque chose. Ici, la première chose qu'on pourrait faire, c'est mettre sous forme de tableau et donner un petit nom à ce tableau, pourquoi ne pas l'appeler, là encore, avec beaucoup d'imagination, commerciaux. Bien, maintenant qu'on a notre tableau, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. À partir du code, il me faudrait le nom. La formule qui nous permet de faire ça, bien sûr, c'est la fameuse recherche V. Et j'imagine que vous avez compris qu'on va bientôt prendre le code d'une autre recherche V, celle avec le prénom. Je vais aller dans les commerciaux avec la première. Est-ce que ça commence bien à la numéro de colonne? Ce que je vais faire, c'est que je vais c'est parfait. En attendant la recherche, le nom est dans la deuxième colonne. Vous savez, je vais donc taper. Vous avez demandé de l'avoir tout en majuscule. Je veux bien sûr une correspondance exacte. Je ne veux pas le majuscule autour de la première recherche V. Je veux exactement en majuscule le nom de celui dont j'ai donné le numéro. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée et j'ai tous les noms. Maintenant, si je veux rajouter après la première recherche V une deuxième recherche V avec le prénom cette fois, je vais mettre un petit et je vais coller la recherche V que j'avais pris tout à l'heure. Attention, je n'avais pas pris le égal. Maintenant, je vais lui dire qu'il faut prendre ce qu'il y a dans la troisième colonne de mon tableau des commerciaux. Et maintenant, j'ai bien obtenu le nom en majuscule et le prénom en minuscule. Par contre, c'est pas encore très joli. Ce que je pourrais faire, c'est entre les deux, au lieu de mettre juste un « et », de mettre « et », guillemets, espace, guillemets, et remettre un « et » de manière à avoir de la colle entre mes briques. J'appuie sur Entrée et j'ai bien une séparation avec l'espace. Il me reste maintenant à mettre une majuscule au prénom, et là, c'est la formule qui s'appelle nom propre qui me permet de faire ça, et je vais me mettre à la fin de ma deuxième recherche V pour l'appliquer. Bien sûr, vous pouviez tout à fait faire cela en plusieurs étapes, en plusieurs colonnes, en faisant une colonne avec le nom, une colonne avec le nom en majuscule, une colonne avec le prénom, une colonne avec le prénom avec la première lettre en majuscule, et faire une dernière colonne qui met bout à bout les deux colonnes qui vous intéressent. Pour obtenir la région, il faudrait que nous ayons le code de la région. Bon, attention, ici on n'a pas de tableau, je vais le mettre en tableau. Attention, mon tableau comporte des en-têtes, je le coche ici. Et maintenant, OK, et je vais lui donner un petit nom, ça va être le tableau des régions. Maintenant qu'on a ça, où est-ce qu'on peut trouver le code de la région? À mon avis, il faut aller dans les commerciaux et ici on a FR et la région. Bon, je vous propose qu'on le fasse en plusieurs étapes. D'abord obtenir ce code, ensuite prendre la dernière partie et ensuite faire la recherche V pour avoir la région. C'est parti.
J'insère une colonne ici pour avoir le code de la région. Ici, bah écoutez, on va pas s'embêter. Est-ce que ce serait pas la même recherche V qu'on avait fait tout à l'heure en choisissant le bon numéro? Alors je vous avoue, j'en sais rien du tout. Je vais tenter un 5. Ah, j'ai vraiment de la chance. Je pense qu'on a maintenant le code région. Maintenant, ce qu'il nous faut pour faire notre recherche V, c'est avoir la dernière partie, les 3 derniers caractères. Bah écoutez, on va pas s'embêter. On va faire ici droite de ça, et on va prendre les 3 derniers. Je crois que toutes les régions n'ont que 3 caractères. Eh bien écoutez, maintenant c'est bon, on va pouvoir faire notre recherche V. Est égal à recherche V, je prends mon code région, point virgule, je vais dans la feuille des régions. On aurait pu quand même inverser ces colonnes, je trouve que c'est trop facile. Je vais prendre la deuxième colonne et je veux bien sûr du faux. Ici, cela me donne à chaque fois les régions demandées. Il est possible de créer une formule assez longue qui nous permet d'avoir les saisons. Par exemple, cela pourrait être 6 conditions. Si le premier mois, donc ici, si le mois est égal à 1, alors, dans ce cas-là, c'est qu'on doit être en hiver. Point virgule, je vais taper hiver. Point virgule, si le mois, je reprends le premier mois, est égal à 2, alors dans ce cas-là, je fais quoi? Ben, c'est hiver également. Et je continue comme ça jusqu'à la fin. Bon, je vous avoue, moi ça va vraiment m'agacer, je supprime ça, je vais faire autrement. Une autre solution serait d'avoir un petit tableau tout simple. Par exemple ici, on pourrait avoir le mois, et ici, on pourrait avoir la saison. Donc, je tape 1, je vais étirer jusqu'à 12 si j'y arrive, et on est d'accord que les premiers mois, 1, 2, ça va être hiver, ensuite ça va être printemps, pour les 3 mois suivants, je crois que c'était ça ce qui était donné dans la consigne. Ensuite, on va avoir l'été. Vous mettez des majuscules comme vous voulez, c'est pas très grave. Ensuite, on va avoir l'automne. J'aurais pu faire ça un peu plus propre avec des majuscules aux bons endroits. Et bien sûr, on va avoir hiver. Très bien. Est-ce que par hasard, vous connaîtriez une formule qui vient regarder dans une colonne et qui met ce qu'il y a dans la colonne d'à côté? Bon, je crois que vous aviez compris le principe. Ici, faites à la recherche V, je vais prendre le mois, voilà, point virgule, je vais aller dans mon petit tableau de la feuille que je viens de créer, je vais prendre la colonne 2 et je vais faire faux. J'appuie sur Entrée et j'ai toutes les saisons. Il serait possible de faire un tableau un petit peu similaire mais plus court si vous aviez l'intention de faire une recherche V avec frais. On pourrait avoir donc ici le mois et la saison. À partir de 1, c'est hiver. À partir de 3, c'est printemps. À partir de 6, c'est l'été. À partir de 9, c'est l'automne. Et à partir de 12, c'est l'hiver à nouveau. Eh bien, ici, on le met sous forme de tableau à nouveau, et je vous montre la recherche V qui devrait donner la même chose. Égale recherche V, je vais prendre le mois à nouveau, point virgule, je vais aller chercher mon petit tableau. Ici, c'est à nouveau la colonne 2 qui m'intéresse, sauf que cette fois, je veux du vrai puisque c'est entre des seuils. J'appuie sur Entrée, et bien sûr j'ai la même chose, si j'avais écrit correctement avec les bonnes majuscules, mais sinon le résultat est exactement le même. On nous demande de mettre le mot validé lorsqu'il y a avoir et lorsque c'est la région Normandie. Eh bien dans ce cas-là, faisons tout simplement ainsi, mais pour mettre 2 conditions à la fois, on va mettre un « et » à l'intérieur. Il faut que, prenons-les dans l'ordre, ici, dans le type, j'ai le mot avoir, je crois qu'on avait mis sans majuscule, mais c'est pas très grave, et il faudrait que la région, ici, la région, soit égale à Normandie. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse du « et », on a fini la partie des conditions. Si les 2 conditions sont remplies, dans ce cas-là, il faut mettre le mot « validé ». Je crois que c'était avec un accent. Dans les autres cas, je ne vais rien mettre, donc je vais mettre guillemets, guillemets. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, et cela me met les avoirs qui sont validés. Bon, il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup, mais enfin, on devrait quand même en trouver quelques-uns.
Ah si, quand on affiche uniquement les validés, on en a bien quelques-uns. Si je veux colorier automatiquement toute la ligne lorsqu'il y a un avoir qui est validé, je dois commencer par sélectionner tout mon tableau. Je vais donc faire ma sélection, ensuite je vais aller dans Accueil, mise en forme conditionnelle, et je vais choisir Nouvelle règle. Les Mac, vous pensez à choisir classique dans la première liste déroulante, et dans la deuxième, vous faites comme les PC, utilisez une formule. Ici, les PC, il faut aller choisir une couleur, elles sont toutes moches, mais c'est pas grave, on en prend une. Et maintenant, faisons notre formule. Quand est-ce que l'on veut que cette cellule-là soit en couleur? Eh bien, tout simplement, lorsque de l'autre côté, dans la validation de l'avoir, il y a écrit valider. Mais attention, nous devons d'abord enlever le $, qui est devant le numéro de la ligne. J'enlève le $, et maintenant je peux dire quand cette cellule contient, je crois que je l'ai mis avec une minuscule, valider. Je ferme les guillemets, j'appuie sur OK, et bien sûr, toutes les lignes vont se mettre avec valider. Je crois que c'était 480, et bien voilà, on les a bien toutes. Suivant votre niveau en gestion, il est possible que vous ayez compris différemment la question du CA 2022. La version la plus simple serait de se dire qu'on vous demande tout simplement de faire l'addition des montants facturés en fonction du code du commercial. Pour faire cela, on va utiliser la formule somme.si. C'est une formule en 3 parties, une plage qui est souvent une colonne, un critère qui est souvent juste un mot ou juste une cellule, et une plage qui est à nouveau une colonne. Ici, il faut que, si mon critère c'est le numéro 1, j'aille prendre la plage qui contient des numéros 1. Je vais donc aller dans facturation, et je vais prendre la colonne commerciale, point virgule. Je retourne dans ma feuille des commerciaux et je lui dis « Je veux que parmi tous ces numéros, tu ne prennes que ceux dont le numéro est 1 ». Je clique donc sur mon premier commercial. Maintenant, qu'est-ce que je veux additionner? Ce sont les montants. Je retourne donc ici dans facturation et je prends les montants. J'appuie sur Entrée et j'ai donc la somme des montants pour chaque commercial. Il est possible que vous vous soyez dit, pour faire le chiffre d'affaires, je dois faire l'addition des montants par commercial, mais attention, je ne vais pas prendre les avoirs. Les avoirs, c'est un peu l'inverse d'une facture, donc je voudrais prendre que si dans la colonne des types, il y a marqué facture. Dans ce cas-là, la somme.si n'est pas suffisante, car on a plus de un critère. On a un critère sur le numéro du commercial, un critère sur le type. Ici, vous ferez attention, l'addition, le montant doit être mis en premier. Je vais donc aller le chercher pour commencer. Point virgule. Et maintenant, je dois faire une série de binômes plage critère, plage critère. Le premier élément, ça va être la colonne des commerciaux, point virgule, et je ne veux prendre dans les commerciaux que ceux dont c'est le numéro 1, point virgule à nouveau. Maintenant, deuxième couple. Je retourne dans facturation, je prends la colonne des types, point virgule, et je ne veux avoir que lorsque le montant c'est facture. J'écris donc entre guillemets facture. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. On a donc ici à peu près la même chose que tout à l'heure, mais on n'a pas pris en compte les avoirs. Comme je pense que la plupart d'entre vous, vous avez fait la première version, je vais garder les chiffres de la somme.si pour faire le pourcentage d'évolution. Si vous êtes en école de commerce, normalement, vous connaissez la formule pour calculer le pourcentage d'évolution. Attention toutefois, je vous rappelle que l'on a une division à faire sur une soustraction et pas juste sur le dernier chiffre. Vous devez donc impérativement mettre des parenthèses. Ici, on va donc faire la soustraction. J'ouvre la parenthèse, l'année d'arrivée moins l'année de début. Je ferme la parenthèse, divisé par l'année de début. J'appuie sur Entrée et je mets tout cela en pourcentage. Vous remarquez que comme il y a une ligne en plus, par exemple pour ajouter un nouveau commercial, cela nous fait une erreur, c'est pas très propre. Ce que l'on pourrait faire, c'est rajouter un 6 erreurs devant. Je vais donc prendre 6 erreurs, vous ferez attention, comme il y a déjà une parenthèse devant, Excel ne nous en rajoute pas une, je vais donc la rajouter à la main. Et à la fin, je veux avoir ce qu'il doit être affiché quand il y a une erreur, donc rien. Et bien voilà, nous avons nos pourcentages.
Avant de pouvoir calculer le montant de la prime, il faut que je sache quel est le pourcentage de cette prime. Or, on a un petit élément qui nous est donné dans la feuille prime, mais ce n'est pas vraiment présenté comme une grille. Peut-être qu'on pourrait dire le pourcentage d'évolution obtenu et de mettre une autre colonne avec le pourcentage de prime à obtenir. Ici, par exemple, on pourrait dire que à partir de 20%, on va avoir 7% du chiffre d'affaires qui est offert en prime. Ensuite, à partir de 10%, on va avoir quelque chose comme 5% qui est proposé. Ensuite, de 1 à 10, donc à partir de 1, on va avoir 3%. Et dans les autres cas, on va dire qu'à partir de 0, ou on pourrait même mettre moins 1000 si on avait envie, bon, commençons par 0, on va avoir rien du tout, c'est-à-dire 0%. Je peux mettre ce petit tableau en tableau, je peux l'appeler prime si j'ai envie, parce que ça me fait plaisir de donner des petits noms à mes tableaux. Par contre, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puisqu'on va faire entre des seuils, on va chercher entre tel élément, il faut impérativement que l'on aille du plus petit au plus grand. Je dois donc mettre mes éléments comme ceci. Maintenant, je peux aller dans ma feuille des commerciaux et faire ma bonne vieille recherche V. Je prends le pourcentage d'évolution, je vais le chercher dans ma petite feuille des primes, mon petit tableau. Point virgule, c'est la deuxième colonne qui m'intéresse, et ici, comme on a des seuils, il faut que ce soit une correspondance approximative, et j'appuie sur Entrée. Et j'ai donc mes pourcentages qui sont affichés. Je peux, 1, le mettre en pourcentage, déjà c'est pas mal, et 2, je pourrais masquer cette petite erreur qui apparaît en faisant tout simplement si non disp ou si erreur. Si elle est là, si non disp, c'est-à-dire s'il y a non disp, c'est-à-dire not available, NA, je veux ne rien mettre, pardon, c'est ça, et on est bon. Le montant de la prime est obtenu en multipliant le CA 2022 par le pourcentage de la prime. On pourrait mettre tout ça proprement au format monétaire, et ensuite on pourrait cacher cette petite erreur qui est apparue avec un petit si erreur et dire que en cas d'erreur, on ne met rien, et j'appuie sur Entrée. On remarquera que dans ce tableau, il y a une colonne de date qui n'est pas franchement au bon format. Allez, juste pour le fun, on va la mettre en format date courte et on va étirer un petit peu parce qu'il n'y a pas assez de place, et c'est déjà un peu plus propre. Nous allons donc avoir ici quelque chose qui pourrait ressembler à une somme si vous comprenez l'avoir comme étant le montant total des facturations, que ce soit avoir ou facture. Peut-être qu'ici un petit format monétaire serait sympathique, pourquoi pas même enlever les décimales, je crois que c'est pas franchement nécessaire vu le montant. Et ensuite, il nous faut calculer les avoirs validés et avoirs non validés. Je vous propose d'utiliser la somme séance pour additionner les avoirs validés. Dans ce cas-là, je vais prendre ce que l'on veut additionner. Ça va être le montant des avoirs. Je prends les montants, point virgule. Par contre, je veux prendre seulement si le type c'est avoir. Je vais donc prendre type, point virgule, et ici je vais marquer entre guillemets avoir. Et je veux seulement prendre ceux qui sont validés. Je vais prendre donc dans la colonne validé avoir, point virgule, ouvrez les guillemets, seulement ceux qui sont validés. Je ferme et j'obtiens bien le montant recherché. Pareil, je pense qu'on peut diminuer les décimales. Les avoirs validés sont à peu près la même chose. Somme.si.ans, je vais commencer par ce que je veux additionner, c'est-à-dire, hop, on les retrouve, les montants, point virgule, seulement si le type c'est égal à avoir, et seulement si dans valider, on a, point virgule, l'expression guillemets guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. J'appuie sur Entrée et j'obtiens le montant des avoirs non validés. À nouveau, je vais enlever un petit peu les décimales pour que ce soit plus propre.
Savoir faire un graphique est bien sûr une des compétences de base sur le tableur. Ici, si l'on veut avoir le nombre d'avoirs et de factures par mois, il faut bien sûr partir de la grande feuille facturation, cliquer dans une cellule, aller dans Insertion et faire tableau croisé dynamique. On clique sur OK. Maintenant, si je veux avoir le nombre d'avoirs et de factures, c'est-à-dire ici, en fonction du type, je voudrais avoir le nombre d'éléments. Alors par exemple, on pourrait prendre le nombre d'opérations, et ici, on va savoir combien on en a. Maintenant, ce que l'on voudrait avoir, c'est par mois. Alors là, comment allons-nous faire? Il va falloir que l'on ajoute les dates ici, et qu'on essaye de trouver une solution. Bon, peut-être qu'on pourrait le jeter ici pour avoir les mois, bah, c'est pas trop mal, et dans ce cas-là, peut-être qu'on pourrait avoir les différents types. Bah, ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, pour chacun des mois, je sais combien il y a d'avoirs et de factures. Ça ressemble à quelque chose de crédible. Peut-être que je peux enlever ici les éléments qui ne me servent à rien, et je peux tenter Insertion, et je vais prendre le premier graphique, ce qui ressemble assez fortement à ce qu'on nous avait proposé. Maintenant, améliorons un peu les choses en ajoutant les étiquettes. Si vous êtes sous PC, vous cliquez sur le petit plus étiquette de données. Si jamais vous êtes sous Mac, vous faites un clic droit sur une des branches et vous faites ajouter des étiquettes de données. Nous avons un deuxième graphique à faire, mais on sait qu'on voudrait à la fin que les deux graphiques bougent en fonction d'un seul segment. La meilleure solution pour être sûr qu'on puisse avoir une liaison entre les deux, c'est de dupliquer la première feuille qu'on a fait. Bon, maintenant, on peut faire un petit peu le ménage. Je vous avoue, une bonne idée, ce serait de supprimer le graphique avant de faire tout planter. Et maintenant, ce qu'on veut avoir, c'est la répartition du chiffre d'affaires. Donc, on va dire les montants en valeur par saison. Alors, hop, j'essaye de trouver les saisons. Et on va essayer de mettre ça proprement. Ici, on va faire notre camembert, on va dire plutôt notre anneau. Très bien. Et je vais ajouter des étiquettes. Ici, par défaut, bon, il ne me l'a pas mis comme je voudrais. Je vais faire autre option et je vais lui dire que je le voudrais plutôt en pourcentage. Ça me semble un petit peu plus propre. Les Mac, à nouveau, vous faites clic droit, ajouter une étiquette et ensuite mise en forme des étiquettes pour obtenir des pourcentages si ça n'a pas marché du premier coup. Maintenant, vous pouvez prendre vos graphiques et aller les mettre dans votre récap. Le premier, je le mets dans mon récap qui est là. Je me mets à côté pour coller le suivant. Je vais chercher le TCD par saison dans mon récap. Et maintenant, comment faire bouger les deux en fonction des éléments qui m'étaient demandés? Eh bien, je clique sur un des graphiques, je vais dans Analyse, insérer un segment et j'essaye de trouver Région. Je clique sur OK. Et maintenant, comment faire pour que les deux graphiques bougent, puisque pour l'instant, il n'y en a qu'un qui bouge avec ce segment? Je fais un clic droit, connexion de rapport, et je sélectionne les deux graphiques. Et bien voilà, maintenant, nous avons quelque chose qui bouge, il ne reste plus qu'à faire un petit peu de présentation. Je suis sûr que vous aurez gagné tous vos points en nous proposant un petit récap sympathique dont tous les éléments bougent en fonction du choix des régions. Une fois que vous avez réalisé votre récap, il est important de préparer l'impression. En effet, il y a beaucoup de gens qui voudront peut-être faire une capture, exporter en PDF votre travail, autant que ce soit proprement fait dès le début. Pour cela, vous cliquez sur Fichier, Imprimer. Vous pouvez probablement changer l'orientation et maintenant ajuster à une page de manière à ce qu'on ait quelque chose d'à peu près propre. Il nous reste à faire un petit peu de mise en page. En effet, si on fait une capture, on aimerait savoir à quelle date cela a été fait et pour cela, autant l'ajouter directement dans nos éléments. Je vais dans Mise en page, en tête et pied de page, en tête personnalisée. Peut-être qu'on peut commencer par mettre la date ici si vous avez envie. On pourrait mettre le nom du fichier de l'autre côté et pourquoi pas votre petit nom pour faire un petit peu de pub. Bien sûr, si vous trouvez que la mise en page n'est pas propre, n'hésitez pas à changer la couleur et la police. On peut faire la même chose sur le pied de page, par exemple, en indiquant qu'il y a bien une page sur une, de manière à ce que la personne ne se trompe pas.
On fait OK, on fait OK, et nous aurons donc les éléments qui apparaîtront directement au moment de l'impression. Dès que vous allez confier ce classeur à quelqu'un, vous allez vous apercevoir que les gens vont très rapidement massacrer les formules que vous avez réalisées. Il serait donc important de protéger votre travail. La protection se fait en deux temps. On commence par sélectionner les endroits qui doivent continuer à changer, c'est-à-dire les valeurs. Ici, si on laisse de côté le fait qu'il s'agit d'un fichier CSV, on va prendre la partie où les valeurs sont figées. Ici, ce que l'on voudrait, c'est donc faire en sorte que cela ne se protège pas. On fait un clic droit, format de cellule, on va dans protection et on décoche verrouiller. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à aller dans révision et dans protéger la feuille. Je vous rappelle que pour le jour de l'examen, pas de mot de passe, les correctrices et les correcteurs n'ont pas le temps d'aller courir dans leur mail ou chercher si vous avez envoyé le mot de passe sur TikTok ou LinkedIn, donc pas de mot de passe. Dans la vraie vie, par contre, vous pouvez en faire. Maintenant, vous vous rendez compte qu'il est tout à fait possible de changer des éléments dans la partie valeur. Ici, par contre, si on essaye de modifier la partie avec des formules, on aura un petit message d'erreur nous disant que cela n'est pas possible. Comme nous avons protégé notre feuille, l'ajout de ligne va être un petit peu compliqué, il faudra déprotéger, rajouter une ligne, reprotéger. Peut-être que nous pourrions faire une petite macro qui fait ça automatiquement. Pour faire une macro, je vais dans Affichage, Macro, enregistrer une macro, et je vais l'appeler Ajouter ligne, sans mettre d'espace entre Ajouter et ligne. Je clique sur OK, bien sûr la première chose à faire, c'est d'enlever la protection. Maintenant je vais cliquer sur la première ligne, la première cellule, clic droit, Insérer, ligne de tableau en haut. Et bien voilà, on a une ligne d'ajouter. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement reprotéger la feuille. Je vais dans Révision, je reprotège ma feuille. OK. Bien, on a plusieurs choses à modifier maintenant, mais avant ça, nous devons impérativement arrêter l'enregistrement de notre macro. Bien, maintenant, ce qui serait bien, c'est d'ajouter un petit bouton et peut-être d'en profiter pour corriger les petites erreurs. Faisons les choses un pas à la fois. Je déprotège ma feuille, révision, ôter la protection, je vais dans insertion et je vais choisir une petite forme qui me plaît, je vais la mettre par ici, et je vais mettre un petit plus que je vais aligner au milieu. Et bien sûr, je vais faire en sorte que ceci devienne un bouton en faisant un clic droit, affecter une macro, et je choisis la macro Ajouter ligne. Bien sûr, ici, je dois penser à reprotéger ma feuille de manière à ce qu'on puisse faire un petit test. Voyons ça, quand je clique, ça déprotège, ça ajoute une ligne, ça reprotège, impeccable. Attention, maintenant vous devez enregistrer votre fichier au format acceptant les macros. Vous allez dans Fichier, Enregistrer sous, et dans le menu déroulant, vous choisissez le type de fichier, classeur Excel prenant en charge les macros. C'est généralement au moment où on ajoute des lignes qu'on se rend compte qu'il y a des petits soucis, des erreurs qui apparaissent et qu'il faudrait les masquer. Je vais donc déprotéger ma feuille pour faire les modifications qui s'imposent. Ici, on a une erreur nombre dans la date, puisqu'il n'y a rien qui est proposé. On pourrait donc rajouter la petite formule si erreur et on pourrait mettre par exemple que quand il n'y a rien, on ne met rien. Et bien voilà, c'est déjà plus propre. Lorsqu'il y a DNA, bien sûr, c'est la formule si non disp qu'on va préférer ici. Je rajoute si non disp, j'essaye de trouver la fin de ma formule, point virgule, guillemets, guillemets, et je ferme. Et vous pouvez faire ça sur tous les endroits où vous avez des DNA ou des erreurs. Et bien voilà, j'espère que vous avez passé une bonne année en notre compagnie et que vous avez appris un certain nombre de choses sur Excel. Je vous souhaite bonne continuation à toutes et à tous. À très bientôt, au revoir.